Cette conférence vous permettra de mieux comprendre leurs impacts et les écosystèmes sur les écosystèmes aquatiques. Pardon. Elle mettra aussi en lumière le rôle essentiel que chacun de nous peut jouer pour limiter leur propagation. On parlera notamment de gestes simples comme le nettoyage des embarcations et des équipements ou encore le signalement des espèces observées. Bref, des actions concrètes que vous pourrez poser sur le terrain dès ce printemps pour contribuer à la protection durable de nos plans d'eau. J'invite maintenant Mme Caroline Dionne à venir nous présenter cette conférence. OK. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui. Là, j'ai déjà eu une très belle introduction, mais je suis venue aujourd'hui vous parler des espèces aquatiques exotiques envahissantes, comment elles représentent une menace pour nos lacs et nos activités. Donc, je veux vraiment vous expliquer c'est quoi une espèce exotique envahissante, mais aussi qu'est-ce que vous pouvez faire pour limiter leurs impacts. Excusez, j'apprends à... OK. Pour moi, c'est important de commencer en me présentant. Donc, je suis biologiste de formation à mon travail au Conseil régional de l'environnement des Laurentides. Je suis responsable d'un projet de concertation régionale sur les espèces exotiques envahissantes floristiques. J'ai eu la chance là, de passer tous les étés de mon enfance sur le bord d'un lac dans les Laurentides. Puis je pense que c'est la raison pourquoi aujourd'hui je vous parle puis que je suis devenue biologiste. J'ai mis des petites photos de moi pour vous montrer que j'ai été à mes heures, moi aussi, une grande pêcheuse. Vous pouvez voir. Sinon, j'ai dit, je travaille au Conseil régional de l'environnement des Laurentides. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un Conseil régional de l'environnement dans chacune des régions du Québec, sauf dans le nord du Québec. On est membre d'un réseau. On est tous des organismes à but non lucratif pour les Laurentides. Pour le Creux Laurentide, on a été fondé en 1995. On couvre l'ensemble du territoire de la région des Laurentides et on travaille normalement sur les enjeux qui vont toucher le territoire, notre territoire. Donc, nous, dans les Laurentides, historiquement, on a toujours travaillé sur la santé des lacs, mais on travaille aussi sur la mobilité durable, les changements climatiques, la gestion des matières résiduelles, etc. Donc, on peut entrer maintenant plus dans le vif du sujet. Je voulais commencer par vous faire une petite analogie pour vous expliquer c'est quoi une espèce exotique envahissante. En fait, c'est un peu comme avoir de la visite, mais qui repart jamais. Donc, faire une petite mise en situation. Imaginez que c'est un dimanche d'été, il fait super beau. Vous dites, on va inviter deux amis, deux collègues. On les connaît un peu, mais pas trop. Ils arrivent chez vous, tout se passe bien. Vous trouvez qu'ils parlent fort, ils prennent de la place, mais c'est pas si pire. Finalement, la soirée avance, ils disent, oh, on va rester à coucher. Comme bon, OK. Après ça, le lendemain, on se réveille. Finalement, ils disent, oh, on va passer la semaine ici. Ils n'ont pas apporté de nourriture, fait qu'ils se nourrissent dans votre frigo. Ils décident de dormir dans votre lit. Les jours avancent, puis là, coudonc, ils ont invité leurs amis. Si on vous êtes rendu 20 chez vous, après ça, 100 personnes. Puis là, peu à peu, vous réalisez que votre maison, vous perdez le contrôle dans le fond. Puis votre maison, c'est plus vraiment l'endroit ou l'environnement que vous avez toujours connu. Donc, c'est un peu ça, une espèce exotique envahissante. Là, ça arrive, ça prend la place, puis on a comme un peu de la misère à s'en débarrasser. Le point sur lequel j'aimerais miser, c'est qu'à la base, c'est nous qui les avons invités, ces invités-là. Donc, on leur a ouvert la porte. Puis, je vais revenir là-dessus. C'est un peu ça l'objectif de ma présentation, c'est de vous montrer comment on va pouvoir leur fermer la porte à ces invités pas trop agréables. Donc, maintenant, de manière un peu plus scientifique, je voulais qu'on déconstruise le terme d'espèce aquatique exotique envahissante ensemble. C'est un long mot. Vous allez voir, éventuellement, je vais probablement utiliser l'acronyme. Donc, c'est une espèce, c'est un végétal, un animal ou un micro-organisme. Dans le cadre de cette présentation, je vous parle des espèces aquatiques, donc qui vivent dans des milieux aquatiques, mais elles peuvent être aussi, il existe plusieurs espèces exotiques terrestres. Elles sont exotiques, donc on dit qu'elles ne sont pas naturellement présentes dans le milieu. Donc, elles vont être introduites hors de leur aire de répartition naturelle.
Puis finalement, ben, elles sont envahissantes, là, un peu comme nos invités de tantôt. Elles vont occuper tout l'espace dans un milieu. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas de prédateurs naturels dans le milieu. Ils vont aussi se reproduire de manière très, très efficace. Je voulais aussi vous rentrer un peu plus dans les détails en vous présentant un exemple d'une espèce exotique, espèce aquatique exotique envahissante quand même connue, là, si on veut. Donc, c'est le cladocère épineux. C'est un animal, un petit crustacé d'environ 1 cm. Là. Il est peu visible à l'œil nu. C'est une espèce aquatique. Il est exotique. En fait, il est originaire de la mer Caspienne en Asie occidentale. Il a été introduit au Canada en 1982 dans le lac Ontario. Puis maintenant, il est présent dans plusieurs régions au Québec, dont là, on est dans les Laurentides, là, donc je parle des Laurentides. Donc, il est présent dans les Laurentides depuis 2024, mais il est aussi présent en Montérégie, beaucoup en Abitibi-Témiscamingue. C'est une espèce qui est très envahissante. C'est une espèce généraliste. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais souvent aussi les espèces vont être généralistes, c'est-à-dire qu'ils vont s'alimenter de un peu n'importe quoi. Là. Ils ne vont pas aller sur une espèce spécifique, donc ils peuvent s'alimenter vraiment facilement, dans le cas des animaux. Là. Puis, ils vont aussi le cladocère épineux se reproduit très facilement. Donc, une seule femelle peut suffire pour coloniser un plan d'eau. En fait, elle peut se reproduire de façon sexuée, mais aussi de manière asexuée en se clonant. Donc, ils sont très, très efficaces. Donc, pour les impacts du cladocère épineux, ben, je vous ai mis ici, je ne sais pas si c'est le pointeur, une fameuse chaîne trophique. Là, on en a vu un petit peu plus tôt. Donc, si on part de la base, là, on a comme dans un lac là, les nutriments qui sont disponibles, qui vont être qui vont être utilisés par les algues. Puis les algues vont être consommées par le zooplancton. Puis là, c'est ici que le cladocère... Ah non, 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 excusez. OK. C'est ici que le cladocère vient s'insérer. Il va, une fois qu'il est introduit dans un lac, en fait, lui, il consomme le zooplancton. Puis, normalement, on va observer un déclin des populations de zooplancton de 30 à 40 %. Donc, on peut comprendre la cascade d'effets que ça peut avoir pour le reste de la chaîne trophique. C'est-à-dire qu'après ça, ben, on a moins de nourriture pour les poissons planctivores et donc après, moins de nourriture pour les poissons piscivores. Puis, ben, le fait qu'il y ait moins de zooplancton qui consomment les algues, ben, on peut aussi s'imaginer avoir des lacs avec plus d'algues. Donc, on l'a vu un peu tantôt, si on est en présence d'algues, ben, ça a l'impact ça contribue après à l'eutrophisation. Donc, on a des impacts sur la qualité de l'eau, mais aussi sur les populations de poissons. Et on est dans un forum de chasseurs et de pêcheurs, donc ça a des impacts aussi sur la pêche, autant pour les populations de poissons, mais en plus, ils viennent s'accrocher aux lignes de pêche, aux équipements, aux filets, etc. Donc, voilà. Malheureusement, j'aurais plusieurs autres exemples à vous présenter. J'en ai choisi 2. Le fameux Myriophylle aipi, que lui, c'est en fait un végétal. Il va faire de gros herbiers très denses. Ça va généralement limiter la navigation. Là, ça rend la navigation très difficile dans les lacs. Ça s'accroche dans les hélices. Puis il va se multiplier, lui, de manière très efficace. Là, une simple tige peut être suffisante pour coloniser un plan d'eau. Donc, encore une fois, reproduction efficace. Pour la moule zébrée, ça, c'est une espèce qui n'est pas présente dans les Laurentides, mais très présente plus comme aux États-Unis, Ontario, Estrie, au Bas-Saint-Laurent aussi. Un peu comme le faisait le cladocère épineux, va entraîner une cascade d'effets négatifs sur la chaîne alimentaire. Lui, il consomme le phytoplancton. Puis, il va aussi se fixer aux infrastructures. Donc, ça endommage les infrastructures, mais ça peut aussi être coupant, générer des blessures. Donc, je l'ai dit un peu plus tôt, les espèces exotiques envahissantes ne sont pas arrivées ici toutes seules. Ils ont généralement été transportées par bateau au début du siècle dernier. Mais aujourd'hui, elles se propagent dans différents milieux de plusieurs façons. Elles vont se propager de manière naturelle. Donc, elles peuvent être transportées par des animaux, le vent, la connectivité hydrologique. Donc, si par exemple j'ai une espèce dans un lac, on a vu le concept de bassin versant là, tantôt, là, mais si j'ai un lac de tête qui aurait du Myriophylle aipi, ben, par exemple, un fragment pourrait
par le ruisseau, coloniser un plan d'eau qui serait comme en, en aval, là, plus bas dans le bassin versant ouais, dans le bassin versant. Donc, voilà, ça, c'est les vecteurs naturels. On a aussi des vecteurs anthropiques accidentels. Donc, on parle beaucoup de, par exemple, les embarcations, les équipements qui vont être non nettoyés, les eaux de ballast, les viviers, etc. Puis, on va avoir des introductions anthropiques intentionnelles, là. C'est-à-dire, on sait que les gens sont pas mal intentionnés, mais volontairement, les gens vont, par exemple, se créer un jardin ornemental pour de l'esthétisme et utiliser des espèces exotiques envahissantes. Parfois, il y en a quelques-unes qui sont encore vendues dans des pépinières, là. Ça peut être aussi par le relâchement des animaux domestiques. Une histoire qu'on entend beaucoup, c'est des gens qui veulent bien faire, vont libérer leur Nemo, là, leurs poissons rouges dans les lacs. Mais les poissons rouges, c'est des espèces exotiques envahissantes qui vont avoir des impacts sur leur milieu. Donc, c'est bon à savoir. Puis, ben, l'utilisation d'appâts vivants aussi dans la pêche. Ça aussi, si c'est une espèce exotique, ben, ça contribue à leur propagation. Ce qu'il faut noter, en fait, c'est que ben, c'est l'humain qui est la cause principale d'introduction des espèces dans les milieux. Il y a une étude du Minnesota, je pense, qui a révélé qu'un lac est connecté à 260 autres lacs par le simple mouvement de ces embarcations en été. Donc, on peut voir facilement comment, si les embarcations ne sont pas nettoyées, bien, ça peut se propager très rapidement. Là, j'avais une image pour vous montrer, une vidéo là, pour vous montrer comment une image vaut 1000 mots, mais je ne sais pas si je vais être capable de... Non, c'est ça. Je ne sais pas si vous pouvez appuyer sur Play derrière. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est dans le fond pour vous montrer quand la moule zébrée est arrivée en Amérique du Nord, comme au début des fin des années 80. Puis là, ben, c'est comme dans le temps, comment elle s'est propagée de manière un peu exponentielle. Je suis désolée. Donc, voilà. Puis ben, pour le bilan aujourd'hui au Québec, non, je l'ai pas mentionné, mais c'est ça, les premières mentions d'espèces exotiques envahissantes datent du début des années 1900. Mais aujourd'hui, on comptabilise 55 espèces floristiques, puis environ une quarantaine d'espèces fauniques. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'il y a des... Puis, tu sais, on continue à identifier des nouvelles. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'est un gros enjeu pour la biodiversité. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi on s'en préoccupe? En fait, c'est parce qu'ils ont des impacts à plusieurs niveaux. Ils ont des impacts environnementaux. Donc, on observe généralement la perte d'habitat pour les espèces qui étaient indigènes, là, qui étaient là originalement. Modification de la chaîne alimentaire, un peu comme je l'ai expliqué pour le clat de serre, la moule zébrée un peu plus tôt. Modification des paramètres physico-chimiques aussi, que je l'ai montré là, avec l'eutrophisation un peu plus tôt à cause du clat de serre épineux. On a certaines espèces peuvent être des vecteurs de transmission pour des parasites et des agents pathogènes, puis certaines peuvent s'hybrider avec les espèces indigènes. On va observer aussi des impacts sur les infrastructures. Donc, justement, les moules peuvent peuvent s'accrocher aux quais, donc à les endommager les quais et les rampes de mise à l'eau. On peut aussi endommager les embarcations, peuvent aussi bloquer les conduites d'eau, là, donc ça a des effets sur les usines de traitement des eaux usées, les installations de production d'eau potable, les barrages et les centrales hydroélectriques. On observe des impacts sur les activités nautiques, notamment sur la pêche, je pense que je l'ai bien illustré tantôt. Sur la navigation aussi, ici j'ai l'image là avec la bouée. En fait, c'est le cas, je pense que c'est quand même commun là, dans les lacs où est-ce qu'on dit d'éviter toute circulation, par exemple, dans une baie en raison de la présence de myriophiles IP. Donc, ça limite vraiment la navigation dans certains lacs, dans certaines zones de lacs. Impact sur la baignade aussi, je pense que c'est pas très agréable de, par exemple, se baigner dans une talle de plantes aquatiques. Puis ben, tout ça, ben, ça limite aussi les accès au plan d'eau. On a des impacts sur la santé publique, je l'ai nommé les blessures. Parfois, les moules peuvent être coupantes, certaines peuvent être toxiques, donc contamination de l'eau. Et parfois, on peut avoir des impacts très directs.
J'aime quand même cette image parce que ben, déjà, elle fait sourire, mais c'est quand même, tu sais, c'est les carpes asiatiques qui sont des espèces exotiques envahissantes et qui ont vraiment créé des blessures, là. Fait que c'est comme pas à prendre à la légère. OK, voilà. Euh, Sinon, ben, un peu plus sérieusement, on observe finalement les impacts économiques, diminution de la valeur foncière des propriétés riveraines lorsqu'on est en présence d'une espèce exotique envahissante. Les coûts associés au contrôle sont très élevés. Ça peut aussi générer une baisse de l'attractivité des plans d'eau, donc impact sur le tourisme, les pourvoiries, etc. Et ben, on peut observer aussi des impacts si la qualité de poisson est affectée, ben, on a des impacts sur la pêche commerciale aussi. Euh, Ici, je voulais vous parler, en fait, au début de la présentation, je vous ai expliqué que ben, personnellement, j'ai passé les étés de mon enfance sur le bord d'un lac. Moi, j'ai eu la chance de... C'est un lac dans les Laurentides qui est toujours exempt. Là. Il n'y a toujours pas d'espèces aquatiques envahissantes. Mes parents, ils ont vendu, fait que, bref, j'ai plus trop de lien avec ce lac-là. Mais l'année passée, j'ai fait une présentation similaire avec un collègue qui, lui, venait de l'Ontario. Puis ça m'avait quand même ça m'avait touchée parce qu'il avait raconté que ben tu sais lui il a passé les étés de son enfance sur le bord d'un lac puis il racontait avoir pêché son premier poisson. C'était associé à des souvenirs avec de pêche avec son grand-père, son oncle, mais eux peu à peu ils ont vu apparaître des espèces exotiques envahissantes là, des tu sais, comme le beau cocktail de myriophiles, moules zébrées, vivipares chinoises. Puis malheureusement, ben, eux, ils ont dû faire le deuil de, de leur lac parce que leurs activités ont été vraiment limitées, donc la navigation, la baignade. Ils ont observé une diminution dans la quantité et la qualité de la pêche. Puis ben, dans le fond, c'est un peu ça le message qu'on vient passer aujourd'hui, dans le sens que tu sais, les lacs ont une grande valeur écologique, oui, mais c'est aussi associé à des bons moments, des bons souvenirs. J'imagine pour beaucoup d'entre vous des sorties de pêche. Donc, c'est un peu pour ça qu'on vient passer le message, parce que si on veut continuer à pratiquer nos activités préférées et à créer des souvenirs, ben, il faut protéger nos lacs. Donc, des différents enjeux, mais aussi surtout, ben, pas surtout, là, mais des espèces exotiques envahissantes. Donc, pour ça, j'arrive à la partie où est-ce que vous pouvez intervenir. Donc, c'est d'agir en prévention. Donc, le meilleur moyen qu'on peut utiliser pour lutter contre les espèces aquatiques exotiques envahissantes, c'est de prévenir leur introduction dans les plans d'eau. Parce qu'on dit qu'une fois qu'ils sont installés, vous imaginez que c'est vraiment difficile, voire impossible, de limiter leur propagation. Une image vaut 1000 mots. En fait, c'est un graphique qui montre l'échelle du temps en fonction du coût de prévention. Donc, plus on agit tôt, plus on s'attend à avoir un meilleur retour, un retour économique. En fait, euh, pour chaque dollar investi en prévention, on pourrait avoir un retour économique allant jusqu'à 100 $. Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter comment on peut faire pour agir en bas du graphique, soit dans la prévention et dans la détection précoce. Donc, on a j'ai quand même parlé du déplacement tu sais, dans le fond, les embarcations qui sont déplacées et non nettoyées d'un lac à l'autre vont contribuer à la propagation des espèces exotiques envahissantes. Donc, sachez que si vous restez dans le même plan d'eau, vous n'avez pas besoin, si vous le sortez puis vous le remettez dans l'eau, vous n'avez pas besoin de le nettoyer. C'est vraiment lorsqu'on passe d'un lac à l'autre. Donc, ça, c'est la première recommandation qu'on peut faire, choisir son plan d'eau préféré et y rester. Vous pouvez, par exemple, privilégier la location d'embarcation si c'est possible, ou si vous allez visiter vos proches, ben, d'utiliser les embarcations résidentes lorsque vous les visitez. Mais ça, je sais que c'est pas nécessairement comme réaliste pour tout le monde. Donc, si vous avez à vous déplacer d'un lac à l'autre, ben, c'est vraiment le nettoyage des embarcations et des équipements qu'on met de l'avant. Donc, on recommande là, de laver vraiment tout ce qui touche à l'eau. Donc, tous les types d'embarcations, que ce soit les kayaks, les canots, les planches à pagaie, les embarcations à moteur, mais aussi tout l'équipement, donc les cannes à pêche, les gilets de sauvetage, les pagaies, etc.
Puis ben ça, vous pouvez le faire dans les stations de nettoyage d'embarcation. Donc ça, c'est des endroits qui possèdent des équipements spécialisés pour nettoyer vos embarcations efficacement. Donc généralement, ils vont avoir des laveuses à pression, de l'eau chaude, puis parfois, ils vont avoir la présence d'un préposé qui pourra vous aider à faire le nettoyage. Et comment vous pouvez trouver une station de nettoyage? En fait, il existe différents répertoires sur le marché, si on veut, là. On a Forêt ouverte, l'Atlas de l'eau. Il y a comme 2 ans, je pense, on a fait une campagne de sensibilisation pour faire la promotion là, du répertoire de Forêt ouverte. Donc, j'ai mis ici un- un visuel qu'on avait créé avec un code QR que vous pouvez scanner qui va vous amener techniquement sur le répertoire des stations de lavage de forêt ouverte. Donc ça, vous avez accès à la panoplie de stations de lavage qui existent au Québec. Puis vous pouvez cliquer sur comme la station que vous voulez et vous allez avoir accès à son adresse, le type de nettoyage qu'elle va réaliser, les coûts, et les périodes d'ouverture. Si jamais c'est comme trop, ben, pas accessible, là, le lavage dans une station de lavage, ben, vous pouvez toujours, si vous avez accès de l'équipement, laver vos embarcations chez vous, à la maison. Le message qu'on dit, c'est laver, vider, sécher. Donc, dans le lavage, en premier, ça inclut aussi l'inspection. Donc, on regarde l'embarcation, les remorques, l'équipement, voir s'il n'y a pas des débris, des animaux, de la boue. Donc, on retire tout ça, puis après, on passe un, un jet et on lave. Après, on veut aussi vider toutes les eaux qui sont dans les embarcations. Donc, on retire le bouchon de vidange. On peut, pour la pêche, on vide les viviers aussi. Puis finalement, ben, c'est très important de sécher parce que même si on a lavé, ben, certains organismes peuvent survivre comme de longues périodes de temps dans une petite quantité d'eau. Donc, l'étape du séchage est super importante pour s'assurer qu'il ne reste plus d'eau. Ensuite, retirer le bouchon de vidange. En fait, ici, je vous partage une campagne publicitaire de l'Alberta. En fait, pour votre information, en Alberta, il est interdit de se promener avec son embarcation qui a le bouchon de vidange. C'est pas le cas au Québec, mais sachez que, dans le fond, je vous recommande, si vous déplacez votre embarcation, de simplement retirer votre bouchon de vidange, parce que c'est une méthode vraiment simple et efficace de limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes. Ensuite, maintenant, je vais finir en vous présentant des outils que vous pouvez utiliser pour nous aider à détecter. Là, on était plus dans la prévention, toujours en bas de l'échelle, là, si on veut. On veut le plus possible de détecter les espèces de manière rapidement, de manière précoce pour pouvoir intervenir. Donc, on en a parlé un peu tantôt, là, mais dans le fond, il existe un outil du ministère provincial de l'Environnement qui s'appelle Sentinelle. C'est vraiment un outil de détection des espèces exotiques envahissantes. C'est un outil de science communautaire. Donc, c'est vraiment les citoyens qui peuvent identifier et signaler les occurrences d'espèces. Puis, en fait, les espèces sont validées par les biologistes au ministère de l'Environnement. Puis, c'est super important. J'ai parlé que je travaillais sur un projet là, sur les espèces exotiques, de concertation régionale sur les espèces exotiques envahissantes. Ben, on utilise beaucoup ces données-là dans le cadre de ces projets. Puis je pense aussi, Patrick disait, c'est utilisé dans la recherche. Je vous présente aussi un autre outil qui existe, qui s'appelle iNaturalist. Aussi un outil de sciences communautaires, mais lui, il sert à identifier et signaler toutes les occurrences de toutes les espèces. Puis c'est vraiment mondial, là. C'est quand même intéressant, si jamais ça vous intéresse, à côté de chez vous, vous avez sûrement des occurrences de toutes les espèces. Donc, c'est confirmé par la communauté mondiale de iNaturalist. Encore une fois, outil très important dans la détection et la gestion des espèces exotiques envahissantes. Finalement, on a l'outil AI ou e-pêche. Donc, peut-être que vous connaissez, c'est un outil qui aide à identifier les poissons, à suivre leur population, mais il peut aussi être utilisé pour signaler les espèces aquatiques exotiques envahissantes. Donc, c'est un outil que je vous recommande. Là, il me manque une. J'ai pas de diapositive là, pour conclure, mais je voulais simplement, comme vous rappeler que je vous ai présenté les impacts
puis un peu c'est quoi les gestes à prendre pour limiter la propagation. Ce que je vous invite à faire, ben, c'est de prendre tout ça, mais de propager pas les plantes, ben, pas les espèces, mais le message. Puis je pense que tu sais, l'eau, les lacs, les rivières, c'est commun, mais je pense que c'est aussi une responsabilité collective, donc chaque geste compte. Donc, je vous invite à adopter des bonnes pratiques. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Je ne sais pas depuis combien de temps. 25 minutes. Bonjour, Bonjour. m'entendez bien? Oui, Sylvain Duval du Marais de Grondines. Nous autres, chez nous, on rencontre un problème. Dans le Marais, c'est la chair phragmite. oui. Votre ministère, vous avez investi 300 000 chez nous pour mettre des bâches. Vous ne travaillez pas au ministère, hein? Bon, en tout cas, le Bon. ministère de l'Environnement ont mis 300 000 pour installer des genres de tapis, des bâches. Là, ils défrichent une partie des zones de coupe des arbres, ces affaires-là. Ils tiennent ça avec des clous. En plus, c'est dans le marais sur le bord du fleuve avec les marées qui s'installent, c'est que ça bouge, en tout cas. Là, j'en avais une partie que je ne voulais pas qu'il soit coupé proche de la maison parce que ça allait enlever un peu le décor. Je lui ai dit, moi, je vais mettre du Roundup. Et puis, en fin de compte, ben, ils ont réussi à avoir du budget pour venir. Puis, moi, vous dire bien franchement, il faut employer la bombe atomique pour cette plante-là, parce que regardez le long de l'autoroute, Oui, c'est rien que de ça qu'on voit. Puis les graines descendent, comme on dit normalement, de haut en bas vers le fleuve. Ça fait qu'avant de commencer à aller dans le bas, il faudrait peut-être faire le haut, puis de bloquer les fonds. Et puis c'est vraiment un gros problème. En Ontario, ils ont perdu complètement le contrôle. Ils arrosent ça en hélicoptère. Avec des tout-terrains. Puis je pense qu'ils sont en train de prendre des camions de pompiers pour arroser parce que c'est vraiment là, catastrophique là-bas. C'est qu'il faudrait peut-être là, se mettre à bouger au Québec. Et puis, le Roundup, là, j'ai vu le monde là, qui viennent des professionnels venir arroser ça, tout ça ciblé. Et puis, rien de catastrophique. J'ai pas vu de poissons mourir, de grenouilles mourir, rien de ça. C'est ça que j'avais à dire. Merci. merci. Ben, l'année passée, j'ai assisté en effet à un forum qui présentait les différentes techniques. Puis je pense qu'en fait, les pesticides, ouais, pas les pesticides, mais l'utilisation des produits chimiques, là, c'est un petit peu moins accepté, si on veut, au Québec. Là, on commence plus par des méthodes de bâchage, comme vous avez mentionné plus Oui, tôt. mais c'est trop cher. Ouais, ben, c'est ça. Mais c'est pour ça C'est que là, une fraction, le Roundup, puis ça fait un job. c'est ça. Mais là, Parce qu'ils ont mis des bâches, puis 2 ans plus tard, il y en avait que ouais, ça poussait à travers, puis on regarde ça pendant des années chez nous. Moi, il n'est plus question que j'aille ça. je comprends. Mais ça renforce mon message que j'ai passé au début, d'agir en prévention, parce que lorsqu'on est rendu dans le contrôle, ben, c'est là que ça coûte vraiment cher, puis c'est vraiment compliqué. Puis la phragmite, ben, en effet, c'est comme une des pires espèces. Elle est identifiée comme très prioritaire par le ministère. Merci. Bonjour. François Bohémier, Laurentide. J'avais une question par rapport à ce que tu présentes là. Les chaloupes, on parle de chaloupes de pêche, ces affaires-là pour les lacs autour. Mais est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits en amont? Parce qu'on sait tous que ces espèces-là, ils arrivent toutes avec les ballasts des gros bateaux. Puis aujourd'hui, avec les tébous de ce monde, il y en a de plus en plus des bateaux qui viennent. Fait que c'est quoi qui est fait en amont par rapport à ça, justement, les espèces envahissantes, les ballasts de gros bateaux, ces choses-là? Ben, de plus en plus, tu sais, ben, c'est ça. Mettons, si on part des ministères, ils vont mettre tu sais, comme de l'argent pour mettre en place des stations de lavage pour nettoyer, vider les ballestes. Mais après, les municipalités, il y a de plus en plus, je sais que dans les Laurentides, de plus en plus de municipalités qui mettent en place un règlement obligeant là, le lavage des embarcations avant d'entrer dans un nouveau lac. Donc, Non, ça, je suis d'accord avec toi, mais comme je te dis, ça, c'est comme à la fin de la chaîne. Au début de la chaîne, avec les gros bateaux, les ballasts, est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'ils font des règlements? Y a-tu quoi? Ou si les bateaux arrivent de la Chine, parce que moi, je ne connais pas personne qui est parti avec sa chaloupe à la pêche en Asie puis il a ramené le cladocère épineux. On sait tous, ça vient des OK, ballasts comme la mousse zébrée. le transport Gros bateaux, là. maritime, Ouais, là, c'est ça que vous parlez. Ah, ouais. mon Dieu. J'avoue que ça me sort. Ben, c'est vrai que c'est comme le principal, tu sais, comme un Ben, des c'est principaux ça. vecteurs, puis c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Il doit exister
réglementation, mais je préfère ne pas m'avancer parce que c'est pas dans mon champ de compétences. Je sais OK. pas si. Une autre Ah. question. Ben, je pense qu'elle a la réponse peut-être. De plus en plus, ils demandent que ces bateaux-là laissent le ballast à l'extérieur du Ils le fleuve. font-tu? Ils ont-tu des moyens? Je pense qu'il y a des règlements. Le pêche et océan est en train de surveiller ça, je crois. Une autre question. Je ne sais pas si vous faites des études par rapport à une espèce envahissante éventuellement dans l'environnement. Elle va subir de la prédation, mais ça prend plusieurs années. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites par rapport à ça? Ça prend combien de temps, mettons, pour une espèce d'être reconnue dans l'environnement? Puis que là, il va y avoir des animaux qui vont faire de la prédation dessus ou une plante. Ouais. Ben, je sais pas s'il y a un terme, là, comme des fois on dit qu'ils sont établis là, ou naturalisés, mais peut-être tantôt on parlait de la méduse, c'est un peu. Ça a pris 100 ans, je pense, avant que. Ben, ça fait au moins 100 ans. Ça peut prendre. C'est comme ça dépend de l'espèce, honnêtement, parce qu'il y en a qui sont. Tu sais, la phragmite, on peut. Ben, je sais pas, moi j'imagine. La phragmite, le roseau commun, là, tu sais, ce qu'on voit sur les bords d'autoroute, c'est ça, c'est difficile de s'imaginer que dans 100 ans, ce serait naturalisé, mais. C'est ça. Il y en a qui, ça dépend de l'espèce. Il y en a qui vont bien s'intégrer, il va y avoir des prédateurs, puis ils sont comme intégrés. Il y en a d'autres qui un peu moins. Là. Merci. Donc, pas de question, mais je voulais juste répondre avec la question pour le Roundup. Le gros problème avec le Roundup, c'est que c'est plein de phosphore. Donc, c'est un choix entre le fragmite ou avoir un lac plus pollué avec le phosphore qui cause l'eutrophisation qui amène les cyanobactéries. Donc, je pense, l'enjeu est une grosse raison pourquoi on veut éviter l'utilisation du Roundup. Merci. Je ne cannerai pas, excuse, parce que je vois qu'il n'y a plus personne au micro. Caroline, François Paquette, vice-président de l'Association des pêcheurs sportifs du Québec. Je pense que tout le monde sait que nous autres, c'est l'accès à l'eau qui compte. Là. Ouais. C'est devenu n'importe quoi au Québec. On est 100% d'accord avec la protection des algues. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton tableau où tu avais le répertoire de descente? Je veux juste revenir à un exemple et poser une question entre nous deux. Là. Ouais. OK? On On va soulever un petit point pour le fun. Parce qu'en passant, je pense qu'il n'y a personne ici qui est contre le fait qu'on lave nos bateaux comme il faut. La preuve était au tableau. On est d'accord? OK, good. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, sur. Tu avais comme un tableau avec les villes, les adresses. C'est quoi qui m'a accroché? Puis je pense qu'on va soulever un point. Juste, tu as un tableau avec les adresses après. Forêt ouverte. Attends, ça. Là. Bouge pas. Tu avais un tarif à un moment donné. Regarde ici, là, basse et haute pression, gratuit. Et regardez juste en dessous, non résident, entre 50 et 100 piastres. Ça vous tente-tu d'aller laver votre bateau rendu là? Un peu moins tentant. Merci, ça devrait être gratuit, comme le résident. Parce que le résident, on s'entend-tu que lui, il a peut-être moins besoin. On parlait de laisser le bateau sur le plan d'eau. Il reste là. Moi, je vais aller sur le plan d'eau, puis tu me charges 100 piastres. Ouais. Allô? Là, je vais te poser une question de toi à moi, parce qu'on va chercher des solutions ensemble. Ça serait-tu normal que Québec, le ministère de l'Environnement, prenne les commandes de ça, avec le budget qu'ils ont, au lieu de pelleter ça dans les municipalités? Oui. On t'aide toi, on s'aide nous autres. Oui, parfait. J'ai pas vraiment de merci pour votre commentaire parce que nous, on fait de la concertation puis on est quand même en contact avec le ministère. Je sais ils déploient des fonds pour mettre des stations de lavage, mais après, c'est l'opérationnalisation qui est compliquée puis que ça coûte de l'argent puis c'est peut-être les municipalités, c'est le moyen qu'ils ont trouvé en rendant ça gratuit aux citoyens et cher aux... Ben, ça aussi, il y a une inégalité. Là. Pourquoi une place est capable d'être gratuite, puis une autre place, ça coûte 100 piastres? Il y a des subventions que vous autres, tout le monde, là, vous avez payé pour qu'il y ait des stations de lavage. Puis c'est correct. Mais justement, c'est nos taxes. Pourquoi il faut que je paye un autre 100 piastres pour descendre là? C'est là que ça n'a pas d'allure. Oui, bien, honnêtement, je m'attendais à la question parce que je sais que parfois, le moyen, il est comme, on dirait qu'il est utilisé pour limiter l'accès au lac, puis c'est pas ça qu'on veut. J'aime ta phrase. Moi, bien dormir à soir, Caroline, là, j'aime ça. Je le dis.
Merci beaucoup. Merci, c'est noté. Oui. Fait que je laisse. Il y avait un autre monsieur, je pense, après moi. Merci, Caroline. Merci. Oui, Bertrand Saint-Jean. Bertrand Saint-Jean, Grand-Lac-Nominain. Je me posais la question, est-ce que les hydravions, c'est quelque chose à considérer pour la propagation des Oui, espèces envahissantes Oui. ou non? Et deuxième volet, c'est est-ce qu'il existe quelque chose? Est-ce que quelqu'un t'avertit, là, tu as un avion, toi, tu es sur nous autres, genre Lac-Tibériade, dans les Laurentides, là. Il y a du trafic qui se fait, c'est normal. Mais est-ce qu'ils sont avisés, eux autres, de prendre des soins particuliers pour leur avion? Parce que beaucoup de gens se posent la question, puis on n'a pas trop de réponses. Merci. Oui, ben nous, on essaie dans. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, là, mais quand on fait de la sensibilisation, on parle des types d'embarcations, on inclut aussi les hydravions, là, donc ils doivent laver leurs embarcations. C'est juste, moi, le problème que je vois, c'est que s'ils partent du plan d'eau, ils ne peuvent pas vraiment le nettoyer en cours de route, là, dans les airs, là. Fait que c'est un peu ça la limite au lavage des embarcations, là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, dans ça, s'ils partent d'un plan d'eau qui est contaminé, ils ne pourront pas le laver dans les airs. Fait que ça se peut qu'ils se déposent, mais j'ai pas vraiment d'autres choses à ajouter, mais c'est des gens qui sont sensibilisés. J'ai déjà eu aussi une présentation, c'est un peu lié, là, mais les avions citernes là, qui utilisent de l'eau des lacs pour arroser les feux de forêt, mais eux aussi, en tout cas, le ministère avait, comme c'est un partenaire là, qui sont sensibilisés, puis ils nous ont fait une présentation. C'était la Sopfeu qui nous a fait une présentation sur ce qu'ils font pour nettoyer leurs embarcations, éviter d'utiliser des plans d'eau avec des espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est comme, on essaie de sensibiliser le plus possible, un peu comme les propriétaires de bateaux, c'est des propriétaires d'embarcations. Je ne connais pas de réglementation spécifique pour eux. Merci. Voilà. J'ai 3 dernières petites interventions qui vont empiéter un peu durant la pause, fait qu'on va essayer de faire ça rondement. Merci. J'ai une question. Ma question, c'est à propos des espèces envahissantes. Est-ce qu'il y en a qui sont positives? Leur effet est positif par rapport à un effet très négatif qui a été mentionné. Je vais donner un exemple. Je fais de la plongée sous-marine. Puis si on va dans la région des Mille-Îles, où ce que le fleuve continue, la moule zébrée est partout, mais ça fait que la visibilité dans l'eau, la turbidité de l'eau est beaucoup moindre qu'elle était avant. Donc, je vois ça. Ben, c'est sûr que ça bouche les tuyaux, c'est pas le fun à nettoyer, mais à part ça, je vois beaucoup de bénéfices. Fait que c'est ça ma question. Est-ce qu'il y a des bénéfices aux espèces envahissantes? Oui, ben, c'est vraiment une bonne question. On a parlé du roseau commun, la phragmite, espèce très prioritaire, mais elle a aussi des capacités filtrantes très intéressantes. Mais je pense que, comme dans l'avenir, ça va être un peu d'apprendre comment on concilie un peu genre les bienfaits de ces espèces-là versus les effets négatifs. Je pense que certaines espèces aussi peuvent être, on en parlait tantôt, mais elles peuvent être consommées. La châtaigne d'eau, là, c'est une espèce exotique envahissante, mais ça se vend, je ne sais pas si c'est celle-là, là, mais en tout cas, ça se vend en épicerie. Fait que je pense que dans la façon de lutter, on pourrait en effet utiliser leurs bénéfices. Je pense qu'on aurait avantage à utiliser ça plus que comme de les voir comme des grandes menaces. Puis je pense que je ne l'ai pas lu, mais il y a une chercheuse en Colombie-Britannique, une chercheuse autochtone, puis qui voit ça, elle, justement d'une façon différente, comment ils sont intégrés, puis comment on devrait apprendre à vivre avec elles au lieu de les voir comme l'ennemi total. Là. Okay, merci pour le commentaire. Mario, je suis des Laurentides. Je voulais juste répondre au monsieur tantôt des prix. Là. Par un hasard, c'est mon territoire, cette place-là. Puis, j'ai travaillé fort pendant 1 an avec la nouvelle mairesse. Les prix ont changé. Maintenant, c'est gratuit pour les résidents de Wentworth Nord qui étaient marqués. Oui. Et ça va coûter 20 $ pour les non-résidents. Donc, et la mairesse m'a assuré qu'elle va travailler pour que tout devienne gratuit à l'avenir parce que, après avoir discuté avec moi, après avoir discuté avec d'autres, elle s'est rendue compte que payer pour laver un bateau, c'est pas environnemental. C'est pas. C'est là que les gens ne vont pas laver. Fait que, en n'ayant plus de prix, les gens vont y aller. Puis elle a compris ça, puis tout va changer. Fait que, un peu pour répondre au monsieur aussi, là.
Fait qu'on vous invite à aller discuter avec votre municipalité puis à faire voir votre point de vue. Ils viennent de la ville. Ouais, c'est ça. Ils sont dans un territoire qui privilège puis le lac. Ouais. Ils ne comprennent pas qu'il y a d'autres choses que juste le petit bateau qui se promène. C'est ça. Fait que c'est juste des activités, c'est vaste. Voilà. Merci. Éric Bouchard, Côte-Nord. Concernant, juste pour préciser, le monsieur pour les ballastages, là, Oui. sur la loi des marines marchandes, pour les bateaux océaniques, les vraquiers, ils se doivent se déballaster et reballaster 2 fois durant leur voyage. Oui. Puis peut-être qu'ils le font nécessairement pas ou moins efficace, mais Mais c'est en vertu de la loi. c'est déjà prévu par la loi. OK. Ben merci, c'est ça, j'avais pas vraiment la réponse, mais merci pour le complément. Pas de questions en ligne? Merci. Merci tout le monde. Là, j'ai vraiment chaud, là. Merci, Madame Dionne. Donc, c'est maintenant le moment de faire une petite pause bien méritée. Profitez-en pour vous dégourdir les jambes, aller chercher un bon café ou simplement jaser entre vous. Nous serons de retour à 10h45. Une petite collation est servie dans le hall. Merci.